voudrais revenir une fois de plus sur le débat entre théorie et pratique. C'est pas moi qui ai lancé ce débat d'ailleurs. En astrologie, j'ai été interpellé par deux Québécois, successivement, Pika Québec et Jean-Paul Michon, que je connais bien depuis plus de 20 ans, 25 ans. Et je voudrais dire un certain nombre de points. D'abord, la théorie, dans le domaine de l'astrologie, elle concerne quoi? Elle concerne non pas l'individu isolé, mais elle concerne le collectif. Donc, il ne faudrait quand même pas se tromper. La théorie astrologique que moi, je développe, elle ne s'articule pas sur le thème astral. Elle ne s'articule pas sur le thème individuel. Donc, la pratique en question de cette théorie n'est pas la pratique du thème astral. C'est une pratique qui est en fin de compte, non pas une pratique, mais une observation du monde. J'observe le monde, je perçois son monde de particularité et je les mets en équation en quelque sorte. Donc ce n'est pas la théorie qui débouche sur la pratique, c'est l'observation qui invite à la théorie. En ce qui concerne le comportement des praticiens de l'astrologie, je répète encore une fois que leur légitimité épistémologique ne se situe que dans la mesure où ils interviennent dans l'urgence. C'est-à-dire qu'ils interviennent dans la maladie, dans le mal, dans la catastrophe. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'astrologie horaire, c'est le thème qu'on fait sur le moment de l'urgence, au moment de la crise, est plus légitime que l'astrologie de la naissance natale, qui a certainement pris beaucoup trop de place dans le champ astrologique. Mais quel est le travail de l'astrologue praticien qui, à mon avis, au fond, va s'occuper essentiellement des symptômes. S'il n'a pas derrière lui une théorie valable, ce qui est le cas à mon avis, il n'a pas de théorie valable, il ne sait pas s'appuyer, il ne reconnaît pas cette théorie, et pour deux raisons différentes, c'est qu'il a peur des théories, parce que ces théories remettent en question les anciennes théories qui sont la base de son travail. Parce que son travail, il appelle ça théorie, mais en réalité, son travail, tout ce qui concerne les planètes, les signes, etc., c'est la théorie de l'astrologie, en fait, de son astrologie à lui. Et donc, remettre en question tel et tel dispositif, ça l'embête. Alors, donc, il faudrait quand même, pas s'occuper du monde. Ces praticiens qui disent la théorie, il faudrait qu'elle s'applique à la pratique, à mon avis, il faudrait surtout que la pratique tienne compte de la théorie. Bon. Alors, je reviens sur la question que j'ai déjà abordée d'ailleurs, des symptômes. Effectivement, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas une théorie qui permet de décrire la normalité des choses, qui permet d'expliquer comment les choses fonctionnent normalement, c'est ça le rôle de la théorie pour moi. C'est comme dans le domaine de la médecine, c'est l'anatomie. Je suis c'est l'anatomie psychologique, n'est-ce pas? Comme Freud, qui était aussi un anatomiste de la psyché, décrit la psyché. Ce n'est pas un praticien, Freud. Enfin, je veux dire, c'est un praticien, mais il fournit une théorie. Et cette théorie, elle va servir au praticien. Que lui-même l'ait pratiqué, c'est presque un épiphénomène. Et quand le praticien n'a pas de théorie, qu'est-ce qu'il fait? Quand le praticien a une théorie bancale, contradictoire, insuffisante, redondante, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, il n'a pas les moyens d'expliquer, de revenir aux causes. Il ne sait même pas pourquoi la personne est malade. Il ne sait même pas ce qu'est l'état normal de la personne. Parce que finalement, s'il n'a pas des bases anatomiques solides ou des bases psychologiques solides, il ne peut pas revenir à la norme, puisqu'il ne la connaît pas, cette norme.
qu'est-ce qu'il peut faire? Ben, il va soigner les symptômes, il va soigner la douleur. Ces gens-là s'occupent de la douleur parce qu'ils ne peuvent pas accéder aux causes. Et pourquoi ils ne peuvent pas accéder aux causes? Parce qu'ils n'ont pas une théorie appropriée qui leur décrit l'anatomie des choses. Donc je répète encore une fois, ce n'est pas la théorie qui doit valider la pratique, c'est la pratique qui a besoin de la théorie pour être validée. Pas du tout la même chose. Et alors j'ai d'ailleurs répondu à M. Michon en lui disant, mais d'où vous sortez ce postulat que la théorie est vérifiée par la pratique? D'où ça sort, ça? Et c'est vrai dans quel domaine? On ne sait pas. Alors, dans le cas d'astrologie, c'est très contestable, parce que d'une part, les gens viennent à l'astrologie au nom de la théorie, au prisme de la théorie, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils passent à la pratique qui peut d'ailleurs les décevoir, mais pratique en même temps qui est conditionnée par la théorie. S'ils adhèrent à la théorie, quelque part, la pratique va fonctionner d'elle-même. C'est ça que les astrologues ne comprennent pas. La théorie va créer un état de suggestibilité considérable. La personne va faire en sorte de correspondre à ce qu'on lui dit. Et même de regarder même les événements de sa vie d'après le prisme qu'on lui propose. Les chercheurs savent très bien à quel point nous pouvons poser sur notre vie différentes grilles, alors qu'on ne dise pas que l'astrologie a vérifié telle date ou annoncé tel événement, puisque dans les vérifications des dates, on peut lire ce qu'on veut du passé, et quand on est dans l'avenir, on peut suggestionner le client par rapport à ce qu'on lui dit. Donc ne nous moquons pas du monde, s'il vous plaît. Alors, donc finalement, quand on est privé d'une théorie valable de l'anatomie des choses, de la description des choses, du fonctionnement des choses, eh bien, on est condamné à s'occuper du traitement de la douleur. Donc, c'est tout ce que ça sert à ça et à rien d'autre. Donc, les thérapies ou les traitements qui sont dépourvus d'une véritable théorie sont condamnés à ne fonctionner qu'en termes de bien-être ou de mieux-être, plutôt, de mieux-être. C'est beaucoup plus intéressant de dire le mieux-être que le bien-être. Parce que le bien-être, ça veut dire beaucoup de choses, le bien-être. Ça veut dire qu'à la limite, on saurait ce que c'est que le bien-être. Mais le mieux-être, ça veut dire, bon, ben voilà, vous allez mieux. Voilà. Bon. Alors finalement, ils sont beaucoup plus dans le mieux-être que dans le bien-être, tous ces gens-là. Et ils ne peuvent, toutes leurs consultations, tous leurs discours, je pense au karma, etc., tout ça va apporter un baume à la personne, va la calmer dans sa douleur, mais ne va pas lui expliquer exactement les vraies raisons de cette douleur. Parce que le karma, ce n'est pas la vraie raison. Le karma, c'est a posteriori. La vraie raison, c'est qu'un homme n'arrive pas arrivé à assumer ses valeurs masculines, qu'une femme n'arrive pas à assumer ses valeurs féminines. Ça, c'est la vraie douleur. À condition d'avoir défini ce qu'on entend par valeurs masculines et féminines. Et là, on revient à la théorie. Donc, quand un astrologue ne sait même pas ce que c'est qu'une femme et un homme, il n'est pas capable de décrire le fonctionnement respectif de l'homme et de la femme, bon, on voit bien qu'il n'est pas pareil, qu'il n'a pas la bonne théorie, qu'il n'a pas une théorie solide. Quand il n'est pas capable de définir une cyclicité de manière cohérente, en déterminant de façon claire les phases successives et alternatives qui se succèdent, bon, on voit bien qu'il n'a pas de théorie. À ce moment-là, donc, il n'a pas de théorie, d'accord, voilà, donc c'est le praticien. Alors, il y a le praticien qui dispose d'une théorie, par exemple, le lacanien, le freudien pourrait éventuellement avoir une théorie, et puis il y a le praticien qui n'a pas de théorie. Le praticien qui n'a pas de théorie, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup, notamment l'astrologue, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'a pas de théorie. Il n'est pas capable de philosopher sur ce qu'il fait, ni sur les cycles, ni sur le temps, ni sur l'espace, ni sur l'homme et la femme. Il n'est pas capable de philosopher globalement. Il n'est pas capable de théoriser globalement. Donc, il traite des symptômes, il fait dans le mieux-être. Voilà, ce sont des métiers du mieux-être et non pas du bien-être. Parce que les métiers du bien-être, c'est véritablement un ressourcement par rapport à son être profond. Et ça, je suis désolé de dire que l'être profond, c'est pas quelque chose d'individuel. Hein.
l'être profond, c'est au contraire de retrouver les racines de ce qui est commun à nous et à des millions de gens. Et de ne pas être isolé. Parce que la maladie isole. L'individu particulier, l'individu singulier, c'est l'individu qui est malade. C'est l'individu qui souffre. L'individu qui n'arrive pas à vivre normalement, à fonctionner normalement. Donc, inversement, l'individu qui fonctionne normalement, il n'est pas tout seul. Il y a des tas de gens autour de lui qui fonctionnent comme lui. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, j'ai répondu d'ailleurs à mes amis en leur disant, ben non, finalement, vous me demandez l'application. Ben, l'application, c'est tout simplement, au niveau d'une théorie, c'est qu'il y a des millions de gens qui fonctionnent comme ça. Et qu'à un moment donné, selon une certaine phase, il y a des millions de gens qui ont un certain type de comportement. C'est un phénomène quantitatif. Et vous, qui êtes dans la pathologie, vous êtes dans le qualitatif. Ça n'a rien à voir. Cela dit, je ne suis pas en train de nier pour autant l'importance des grands hommes, au contraire, vous savez très bien, ni l'importance des personnages qui sont remarquables, qui sont extraordinaires. Alors, effectivement, d'ailleurs, auquel s'est beaucoup intéressé l'astrologue Dain Rudhyar, qui lui a essayé au lieu d'avoir un thème astral qui parle de la maladie, de passer à un thème astral qui parle de la créativité, qui est aussi une autre façon d'être singulier. Et effectivement, on sait très bien que dans nos sociétés, les deux personnages qui sont remarqués, c'est à la fois celui qui n'est pas dans la norme parce qu'il n'y arrive pas, et celui qui n'est pas dans la norme parce qu'il l'a dépassé. Et voilà. Et effectivement, généralement, au niveau des politiques sociales, on sait mieux gérer les gens qui ne sont pas dans la norme parce qu'ils n'y arrivent pas, que de gérer ceux qui l'ont dépassé. Mais on peut assimiler l'un à l'autre, mais c'est un faux procès. Donc effectivement, on pourrait... Mais je ne serais pas d'accord parce que je pense qu'en fin de compte, les personnages les plus singuliers ne sont pas si singuliers que cela, qu'en réalité, ils montrent le chemin, ils vont être suivis, ils sont dans la diachronie, c'est-à-dire qu'ils sont dans la hiérarchie. Et la hiérarchie, ce n'est pas une pathologie, la hiérarchie. Les sociétés, et c'est justement là l'intérêt de ma théorie, c'est que ma théorie, elle théorise la hiérarchie, elle théorise le pouvoir. Et le pouvoir, celui qui se met au-dessus des autres, il est tout à fait normal au regard du pouvoir. Peut-être pas au regard des valeurs féminines, mais en tout cas des valeurs masculines. Voilà encore le problème. En revanche, le personnage qui est un peu à la traîne et qui, pour des raisons qui pourraient être le fait qu'il soit autiste ou qu'il soit estropié ou mutilé, etc., ce personnage-là, effectivement, lui, il est carrément hors du circuit, il est carrément hors course. Il n'est pas dans la course, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Donc finalement, il faut absolument distinguer, et là, en cela, Rudhyar a tort, il faut distinguer complètement le schéma de créativité et de réussite individuelle qui est celui du chef qui va montrer la route, et le schéma du malheureux qui est blessé par la vie, qui n'arrive pas, et qui est laissé sur le bord du chemin. Alors, bon, qu'on se serve du thème astral pour étudier le personnage un petit peu qui souffre, le personnage souffrant, ça me paraît effectivement une fonction de l'astrologue. En revanche, je pense que concernant la compréhension du personnage qui est au contraire très au-dessus, qui est très créatif, qui est très imaginatif, qui a de l'ascendant, je pense que ça rentre complètement dans la théorie astrologique, parce que la théorie astrologique, telle que je la conçois, elle est parfaitement en mesure de nous expliquer et de nous décrire la problématique du chef, du leader, du capitaine, comme je l'appelle, c'est-à-dire de celui qui va mener les troupes. Puisque l'astrologie 7 que je défends, cycliquement, la sexocyclologie, considère qu'il y a des moments où le peuple reconnaît l'importance du pouvoir régulateur du chef, et où les femmes reconnaissent, elles vont se ressourcer auprès de la créativité masculine. Donc de toute façon, c'est complètement dans mon schéma. Bon. Et voilà, donc finalement, les gens qui nous parlent de
qui me demandent candidement si ma théorie a une application qui peut les intéresser, je répondrai oui d'une certaine manière, parce que sans cette théorie, vous faites n'importe quoi. Sans cette théorie, vous êtes dans le mieux-être, mais pas dans le bien-être. Sans cette théorie, vous ne connaissez pas les raisons pour lesquelles les choses fonctionnent mal. Quand Freud fournit l'idée du complexe d'Oedipe, il donne une clé universelle pour comprendre ce qui se passe, à partir de laquelle les praticiens vont pouvoir travailler. Donc si effectivement les praticiens de l'astrologie acceptent mes travaux théoriques, là ils vont pouvoir travailler de manière sérieuse. Mais tant qu'ils ne les acceptent pas, ils ne sont pas capables de ramener les gens à une norme qu'ils ne connaissent pas, eux-mêmes. Ils n'ont pas pris la peine d'étudier mes travaux sur le masculin et le féminin, ils n'ont pas pris la peine d'étudier mes travaux sur la cyclicité saturnienne. Donc à partir de ce moment, ils continuent à faire leur petit boulot avec leur thème astral, et ce thème astral, puisqu'ils n'ont pas ils ne connaissent pas l'anatomie du processus psychique, eh bien ce thème astral, il ne peut servir qu'à apporter du baume, à calmer la douleur, à apporter un peu de mieux-être.